mobilisation sur le mouvement des retraites, c'est d'abord l'histoire d'une mobilisation de masse. Jusqu'à 3,5 millions de personnes dans les rues, des manifestations toutes les semaines. Ça a été massif. Ça a été massif. Et d'ailleurs, on a revu des choses qu'on avait pu voir depuis quelques années, à savoir des gens qui venaient en famille avec leurs enfants manifester. Déjà, c'est pas évident de perdre plusieurs journées de salaire, parce qu'en plus, des manifestations, il y en a eu toutes les semaines. Dans un pays où on a essayé pendant des années et des années, que ce soit les médias, que ce soit les discours politiques, à dissuader les personnes d'aller manifester. Il faut bien voir qu'on sort de toute une période de plusieurs années de répression sociale particulièrement violente. À Rennes, j'avais pas vu une telle mobilisation depuis l'entre-deux tours 2002 où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour contre Jacques Chirac. Là encore, sur la réforme des retraites, on a eu quelque chose de formidablement répressif. C'est la continuité de la Macronie à rester complètement sourde au peuple. On utilise aujourd'hui l'appareil policier, l'appareil judiciaire, comme un outil de répression des mouvements sociaux. Tout ce qui reste à la Macronie, encore une fois, comme sous les Gilets jaunes, comme avec les Gilets jaunes, c'est de sortir la matraque et la répression. Avec la réforme des retraites, la Macronie a mis en œuvre un déni démocratique profond, à travers le 49.3. Aucune majorité dans l'Assemblée nationale pour faire passer cette réforme. On a à la fois la forfaiture démocratique, la négation même de l'existence du peuple et de l'existence de son opinion, de son rejet, et donc un passage en force institutionnelle, et parallèlement, une répression dans la rue, policière, violente, massive. Les députés de gauche ont fait le serment de combattre cette réforme injuste. Nous recommencerons, à chaque fois que nous en aurons l'occasion, de remettre cette bataille sur le métier parlementaire, à chaque fois. Là, pour nous, la bataille n'est pas finie. On saisira toutes les occasions, absolument toutes, que ce soit dans le mouvement social, que ce soit dans la vie parlementaire, pour abroger l'âge de la retraite à 64 ans. Et je pense qu'en effet, c'est loin d'être fini. Macron a décidé de faire les poches au système de soins. Il a décidé de faire les poches au système de soins à travers les exonérations de cotisations sociales. Il a décidé de faire les poches au système de soins aussi à travers des emprunts sur les marchés financiers pour financer la Sécu, des emprunts à taux variable. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Et à côté de ça, on a un hôpital qui a de plus en plus de mal à fonctionner. Comme tous les ordolibéraux, la Macronie a un rapport à la sécurité sociale qui est un rapport finalement de haine. Déjà, elle en sabre les recettes, à travers des montants d'exonération de cotisations sociales qui sont astronomiques. C'est-à-dire qu'ils refusent de prélever des cotisations sociales à hauteur de plus de 160 milliards d'euros là, sur les 2 derniers exercices. Mais à côté de ça, ils empruntent sur les marchés financiers pour pouvoir boucler le budget de la cotisation sociale. Ils empruntent à taux variable. Nous avons demandé à ce que les salaires soient indexés sur l'inflation. Ça a été refusé. Par contre, les taux d'intérêt sont indexés sur l'inflation pour éviter que les personnes qui viennent prêter de l'argent à la sécurité sociale ou au compte de l'État en général ne perdent de l'argent à travers ce prêt. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que le projet ordolibéral qui est porté par Macron, c'est celui d'une privatisation de la sécurité sociale. Il y a une fascination chez Borne et chez Macron pour l'initiative privée qui est proprement irrationnelle. Nous, au contraire, à la France Insoumise, on est pour le 100% Sécu. Parce que le principe de la Sécu, c'est chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. On est sur une mutualisation, en fait, un pot commun. Ça nous coûte moins cher que lorsque chacun est individualisé par rapport à l'autre et chacun, donc, paye suivant son âge, sa situation sociale, ses propres risques. À l'arrivée, les seuls gagnants, ce sont les boîtes d'assurance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des exemples très concrets finalement de la carence de l'initiative privée qui est là quand même pour faire des bénéfices. Elisabeth Borne fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Il n'y ait pas de débat sur les recettes de la sécurité sociale, qu'il n'y ait pas de débat sur les dépenses de la sécurité sociale, ce qui me fait encore dire que sur des textes aussi importants que ceux-là, la Macronie n'aime décidément pas la démocratie. Tous leurs éléments de langage autour de la co-construction, tout ça c'est du vent. Alors un député, ça vote la loi, ça tout le monde le sait, mais il y a quelque chose qui est moins connu, c'est que le député, il contrôle aussi l'action de l'État. Très souvent, on le fait sur la circonscription où on est élu. Il faut multiplier les rencontres, multiplier les interlocuteurs, tout simplement parce qu'on ne peut pas prétendre voter la loi et être complètement hors sol comme les Macron ou comme les Borne par exemple. Les communes sont en grande difficulté. Moi j'ai un exemple très concret dans ma circonscription avec notamment des maires qui ont fait des choix d'avoir des EHPAD communaux au service de leurs concitoyens et qui aujourd'hui sont en très grande difficulté, ne savent plus comment faire. J'ai des EHPAD qui, ça continue comme ça, mettent la clé sous la porte sous 2 ans. Donc là, il faut en effet un plan d'urgence pour les EHPAD, mais un vrai plan d'urgence pour les EHPAD. Il faut avoir la conscience que c'est un service public qui est essentiel, qu'on ne soumet pas à la concurrence et qu'on leur donne les moyens de fonctionner. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est le recul des services publics. Déjà, on a les services publics locaux qui sont en très grande difficulté. Et ce n'est pas la faute des décideurs locaux. Ça, c'est
profondément aggravée avec Macron depuis 2017, les collectivités territoriales ont vu leur base fiscale complètement sabrée. Et ceci à tel point qu'une collectivité aussi importante que le département aujourd'hui n'a plus aucune autonomie au niveau budgétaire. Encore une fois, il faut apporter une réponse. Il y a un vrai besoin derrière ça, il faut apporter une réponse. On a une dématérialisation à tout crin comme si c'était la solution miracle. Vous avez une difficulté d'accès aux services publics alors qu'on a des crises qui s'empilent et donc on a encore plus besoin de services publics. Et finalement, on a une difficulté d'accès aux droits. Malgré toutes les difficultés, ce que je remarque, c'est que les gens ne sont pas les individualistes que certains médias peuvent promouvoir. Il y a de la solidarité. Moi, je vois des gens qui s'investissent bénévolement dans des associations, des agentes et des agents du service public qui mettent beaucoup de sens dans ce qu'ils font. Ce qu'il faut, c'est redonner de l'oxygène à la société. Et c'est pour ça que je dis et gouverner selon les besoins, ça veut dire tout simplement aussi écouter les gens, les écouter avec humilité, faire la part des choses et essayer d'en ressortir ce qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle l'intérêt général. On ne peut pas évoquer les questions de défense sans évoquer en premier lieu les questions de commerce des armes. Aujourd'hui, on est face à une prolifération d'armes conventionnelles absolument formidable à travers le monde. Ça amuse la Macronie, ça amuse le ministre des Armées lorsque j'interviens en commission pour parler de la restriction des exportations d'armement. Aujourd'hui, peut-être que ces personnes auront la dignité de moins rigoler, parce qu'on sait que le Qatar est le soutien du Hamas, et pas que du Hamas. Moi, je le dis, les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. De cette pensée-là découle tout le reste en ce qui concerne la restriction des exportations d'armement. Et notamment, moi je suis pour l'interdiction des exportations d'armement vers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont 3 gros clients de la France. Mais malheureusement, c'est la logique dans laquelle on est. Et aujourd'hui, la prolifération des armes conventionnelles et le rôle que la France joue là-dedans en tant que 2e exportateur mondial d'armes est un vrai danger pour le maintien de la paix dans le monde. Dans malheureusement la triste actualité que nous connaissons au Proche-Orient, les exemples que je donne sur le commerce des armes, ils ont une réalité très concrète. Tout le monde comprend bien que dans un monde instable où les conflits sont en train de se multiplier, et puis pas à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici, c'est complètement irresponsable. Le conflit israélo-palestinien, c'est 75 ans de conflit. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, oui, c'est l'une des plus graves crises, l'un des plus hauts pics d'intensité qu'il y a eu dans ce conflit depuis 75 ans. Moi, je suis vraiment atterré de voir la non-position finalement d'Emmanuel Macron. Dans un mois, a quand même changé, je crois, 3 fois de position sur ce conflit. À mon sens, il y a 2 éléments. Premièrement, un cessez-le-feu immédiat, définitif. Deuxièmement, la mise en œuvre d'une Cour pénale internationale, qui reprendrait le continuum du conflit depuis 75 ans, et ferait la vérité là-dessus, parce qu'on ne peut pas construire la paix en dehors du droit international. La Cour pénale internationale, je rappelle que les Américains n'ont pas ratifié le traité, les Israéliens n'ont pas ratifié le traité. Donc il faudra prendre la responsabilité aussi de monter cette Cour pénale internationale contre l'avis des États-Unis et contre l'avis d'Israël. Une paix juste et durable, ça ne peut passer, lorsqu'on y réfléchit bien, que par la mise en œuvre d'une Cour pénale internationale. Habitantes et habitants de Rennes, Champy, Verne-sur-Sèche, Noyal-Châtillon-sur-Sèche, Bourg-Barré, Orgères, Saint-Herblon, Pompéan, Chartres-de-Bretagne, Bru. 2023 a été une année difficile et complexe à bien des égards. 2023 a été l'année de l'intensification des guerres. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau climatique. 2023 a été le moment de tous les passages en force de la part de la Macronie, notamment sur notre système de retraite. 2023, c'est la vie chère et toutes les difficultés qui vont avec au quotidien. Je veux vous assurer, pour l'année qui s'ouvre, de la détermination qui reste la mienne dans les combats à mener pour la justice climatique, pour une meilleure répartition des richesses, pour la hausse des salaires, pour un approfondissement et une préservation de notre démocratie, de nos libertés individuelles et de nos libertés publiques. Je veux vous assurer qu'en 2024, je ne lâcherai pas ces combats. Et je veux vous assurer de ma très grande disponibilité et de ma détermination à les mener à vos côtés. Je veux vous assurer de cette détermination partagée par tous les députés de la France Insoumise, mais aussi de la gauche en général. J'ai été à votre rencontre durant l'année. Je continuerai à aller vous voir partout où je le pourrai, aussi souvent que je le pourrai, dans toute la circonscription. J'ai besoin de votre soutien pour mener ces combats. Nous avons besoin de votre soutien, de votre action, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des actions du quotidien, que ce soit en adhérant à des syndicats, à des associations, en vous engageant dans des collectifs. Aucune action n'est une petite action. Toutes les actions que vous pouvez faire pour faire vivre la justice climatique, la justice sociale et la démocratie sont des actions qui portent leurs fruits et dont nous avons besoin. Je vous souhaite une excellente année 2024, à vous, à vos proches, aux personnes que vous aimez et qui vous sont chères. Je vous souhaite une excellente année de lutte, de victoire.
Je vous dis à très bientôt. Vive la France, vive la République sociale.